Ça, c'est la Terreur allemande V2, qui a inspiré la fusée de Tintin et qui était très utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale comme missile balistique. Car sa portée de 300 km la rendait redoutable et très effrayant pour les Anglais, qui étaient largement dans son champ d'action. Ce que vous voyez là, c'est les points d'impact de plusieurs fusées V2 lancées. Et ça, c'était leur cible. Ce manque de précision flagrant s'explique de deux manières. On a d'un côté le contre-espionnage anglais qui remontait de fausses informations au commandement nazi pour fausser leur calcul de trajectoire. Et d'un autre côté, il y a simplement la précision médiocre du missile. Car même si la fusée était à la pointe de la technologie, les méthodes de visée étaient très rudimentaires à l'époque. Du moins, c'était le cas en Europe, parce que de l'autre côté de l'Atlantique, un psychologue américain avait développé un missile d'une précision et d'une fiabilité inégalées. Et c'est le sujet de cette vidéo. Frederick Skinner est un psychologue américain comme il en a existé beaucoup au XXe siècle. Mais contrairement à ses contemporains, Skinner, lui, s'intéressait plus au comportement qu'au subconscient, parce qu'il estimait que l'esprit humain est une boîte noire inaccessible, et que la meilleure manière de l'étudier, c'était à travers le comportement humain, qui reflète nos émotions et nos idées. Et donc, tous ses travaux de recherche tournaient autour du concept de conditionnement opérant, qui lui permettait de faire du reverse engineering en expliquant nos comportements à travers les conséquences associées aux attitudes qui les causent. Et pour démontrer sa théorie, le psychologue a travaillé sur des petits systèmes, appelés boîtes de Skinner. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Pendant que Skinner révolutionnait la psychologie, l'ancien continent était déchiré par une guerre d'une ampleur sans précédent. Avec une moyenne de 27 000 morts par jour, la Seconde Guerre mondiale est la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Et c'est ce qui a poussé plusieurs scientifiques à prendre part à l'effort de guerre intellectuelle, afin de mettre un terme à cette boucherie à ciel ouvert. En effet, à l'époque des années 40, aucune armée n'avait de système de visée. Tout le monde lançait des missiles en calculant leur trajectoire au préalable et priant que les conditions climatiques ne changent pas en cours de route. Et donc, les systèmes de guidage étaient devenus un enjeu majeur que toutes les armées et ingénieurs voulaient résoudre, y compris Skinner, qui lui a eu l'idée de développer un missile balistique piloté par des pigeons. L'utilisation d'animaux en guerre précède Skinner de plusieurs siècles. Les pigeons voyageurs étaient utilisés pour transmettre des messages pendant la Première Guerre mondiale, les chiens pour établir des lignes téléphoniques et les chameaux pour transporter les blessés. Mais Skinner, lui, voulait coupler son conditionnement opérant aux aptitudes naturelles des pigeons, à savoir leur acuité visuelle et leur comportement imperturbable, deux qualités très pratiques dans un environnement de guerre. Le concept de pigeon kamikaze a germé dans l'esprit de Skinner en 1940, car il avait observé une nuée de pigeons en formation. Pour lui, la précision avec laquelle cette famille de colombidés se déplaçait n'avait rien d'anodin, et il y a vu du potentiel pour une application militaire compte tenu du contexte politique mondial. En termes de timing, il ne pouvait espérer mieux, car le département de la Défense venait tout juste d'allouer un budget de 130 millions de dollars pour l'innovation militaire. Et pendant que ses confrères se mobilisaient pour étudier le comportement des soldats en temps de guerre, Skinner, lui, voulait appliquer son concept de comportement opérant pour entraîner une armée de pigeons. Et il était très confiant dans son projet, parce qu'il avait déjà fait de ces animaux des joueurs de ping-pong. Gardant un esprit d'expansion nazie, Skinner était très motivé pour développer un système de guidage opérationnel, mais surtout très fiable. Sa première étape a été d'utiliser le renforcement positif afin d'apprendre aux pigeons à reconnaître des navires sur une photo, en les récompensant avec de la nourriture dès qu'ils donnaient un coup de bec sur la bonne partie de l'image. Et une fois l'entraînement de reconnaissance terminé, le psychologue et son équipe mettaient le pigeon dans un simulateur pour l'entraîner à guider des missiles vers des navires de guerre, afin de se rapprocher le plus possible de la réalité du terrain. Excité par les bons résultats obtenus, le psychologue s'empresse de présenter son invention au département de la Défense. Ces derniers trouvaient l'approche très originale, mais ils finiront par la rejeter poliment, car il n'y avait pas de besoin urgent. Évidemment, c'était la douche froide pour Skinner, parce qu'il y voyait un échec technique, mais surtout son incapacité à implémenter son concept dans une situation pratique. Mais voyez-vous, parfois le destin peut donner un coup de pouce quand on s'y attend le moins. Le 8 décembre 1941, les États-Unis sont pris d'assaut par les Japonais, avec des bombardements et une escadrille de kamikazes, faisant plus de 2400 victimes en 2 heures seulement. Cette offensive japonaise a poussé les États-Unis à participer activement à la Seconde Guerre mondiale. Et c'était donc l'occasion rêvée pour Skinner de présenter une seconde fois son projet, car le besoin n'était plus urgent, mais vital. Skinner fait en sorte de mettre toutes les chances de son côté, en envoyant une vidéo illustrant les prouesses de ses pigeons, jointe à une lettre dans laquelle il écrit: Si grâce à des bombardements à haute altitude, on pouvait couler un navire ennemi par bombe, les États-Unis gagneraient la guerre. Une opportunité pareille ne devait pas être négligée.
Et en plus de ça, plusieurs physiciens reconnus appuient son projet auprès du directeur général. Malheureusement, cela ne suffira pas à convaincre le jury, qui trouve l'idée très intéressante, mais qui est victime d'elle-même, car trop en avance sur son temps. En effet, les missiles utilisés à l'époque étaient assez rudimentaires et ne permettaient pas d'intégrer un tel système de guidage. Cependant, le directeur général encourage Skinner à poursuivre son projet et à revenir vers lui un peu plus tard. On dirait que les Japonais préfèrent utiliser leurs hommes plutôt que des pigeons. Si on n'arrive pas à motiver nos troupes à faire la même chose, je pense avoir les meilleurs candidats pour ce genre de mission. C'est en ces mots que Skinner adressa un certain Dean Tate, qui n'a absolument rien à voir avec Andrew Tate, qui lui a permis de décrocher $5 000 et un espace de travail pour continuer le développement de son idée. Le psychologue utilisa cet argent pour miniaturiser son système et donner naissance à ce petit habitacle abritant les 3 pigeons qui allaient guider le missile grâce à de l'air comprimé. Dans ce petit cockpit, l'oiseau était maintenu face à un écran tactile sur lequel l'image du terrain était projetée, afin qu'ils puissent becter leur cible pour corriger leur course en plein vol. Et les résultats étaient réellement bluffants, car ces petits soldats arrivaient à donner plus de 2000 coups de bec par minute, sans être gênés par le bruit ambiant, par les secousses ou bien même par la mauvaise visibilité, parce qu'après tout, les pigeons ont l'habitude de voler. Armé de ces derniers résultats, Skinner recontacte le ministre de la Défense en envoyant une seconde vidéo dans laquelle il simule l'attaque de Stalingrad. Et la vidéo fait mouche. Les responsables le contactent réclamant différentes données afin de les analyser et de les comparer aux autres projets, notamment aux missiles guidés par ondes radio. Un des experts du laboratoire dira que ce système est bien meilleur que le radar, parce que contrairement à un missile téléguidé, personne ne peut pirater un pigeon. Cette fois-ci, projet Orcon n'est pas passé inaperçu. Le gouvernement alloue l'équivalent des $2 millions et Skinner utilisera cet argent pour développer des méthodes de conditionnement plus efficaces et plus simples à mettre en place. Parce qu'en temps de guerre, l'infanterie gagne les batailles et la logistique gagne les guerres. Le psychologue repart à l'offensive en faisant une énième présentation à comité restreint pour montrer qu'avec seulement 1 mois d'entraînement et 35 heures de préparation, son armée saurait accomplir sa mission avec brio. Sauf que pendant la démonstration, rien ne se passe comme prévu. Le comité manque de temps et demande aux équipes de modifier leur équipement à la hâte, détériorant leur appareil et les conditions d'essai. La lumière inonde l'écran, le rendant à peine visible, et aucune personne présente n'arrive à distinguer la cible. Mais cela n'empêchera pas les pigeons de placer les coups de bec nécessaires pour poursuivre leur objectif et atteindre leur cible. Surpris par ces résultats plus que positifs, le président du comité félicite Skinner et lui propose de trinquer à la réussite du projet. La poursuite de cette invention ralentirait sérieusement un autre programme militaire susceptible d'être utilisé très prochainement. Ces quelques mots ont sonné le glas du projet. Et 1 an plus tard, les États-Unis d'Amérique déploient l'arme nucléaire sur le Japon, faisant capituler le pays du soleil levant. Skinner avait compris que devant une arme avec un tel pouvoir de destruction, la précision chirurgicale de son système n'avait absolument aucune importance. En tant que programme militaire, le projet de contrôle organique a été un échec. Mais le psychologue en sortira grandi et surtout réconcilié avec l'ingénierie. Parce que grâce à cette expérience, il avait compris que les machines pouvaient l'aider à renforcer sa théorie. Et d'une certaine manière, cela lui a permis de changer le monde. Puisqu'on retrouve ces enseignements un peu partout, à commencer par les machines d'apprentissage individuel, permettant aux élèves d'apprendre à leur rythme, grâce au schéma action, conséquence, feedback. D'ailleurs, vous avez sûrement reconnu ce pattern si vous jouez aux jeux vidéo, dans lesquels vous avez des renforcements en continu, qu'ils soient positifs ou négatifs. Toutefois, la vertu du conditionnement skinnérien ne dépend que de la moralité de son utilisateur. Et je parle bien évidemment des lootbox et des éditeurs de jeux vidéo, qui n'hésitent pas à exploiter la naïveté des plus jeunes pour leur soutirer de l'argent, à coup de renforcement positif et de dopamine rush. D'ailleurs, c'est exactement la même méthode utilisée par les narcissiques médiatiques pour déployer leur influence. Mais pour la plupart d'entre eux, il suffit simplement de se renseigner correctement pour y voir plus clair. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette petite vidéo à propos d'Elon Musk.